et très heureuse de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Pauline et je suis chargée de communication et marketing chez Rivalis. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Dites-nous peut-être de quelle région vous êtes via le chat pour qu'on en sache un petit peu plus sur vous. Aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils pour bien démarrer, enfin pour bien se lancer dans votre création d'entreprise et faire un bon plan de financement parce que Caroline va vous le dire, c'est important. Donc voilà. Nous allons commencer d'ici quelques minutes. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions depuis le chat et nous y répondrons au fur et à mesure ou alors on aura aussi à la fin un petit moment de questions où vous pourrez aussi nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Au programme ce soir, comme toujours, une courte présentation de Rivalis. Et puis après, on aura la présentation de notre super intervenante Caroline et nous passerons au webinaire. Merci Okay. Pauline. Tac, est-ce qu'on a des petites réponses? On nous regarde de Bourgogne. Bonjour à tous. Bon, allez, on va commencer, c'est parti. Alors, Rivalis, c'est le premier réseau d'accompagnement des dirigeants. On a été créé en 1994, donc ça fait maintenant bientôt 28 ans, encore 27, mais au 1er juin, ça fera 28 ans qu'on existe. On a 787 conseillers en France et en dom-tom, donc on a forcément un conseiller à proximité de chez vous, à moins d'1 heure de chez vous. Donc, vous pouvez vous faire accompagner assez facilement par un conseiller de proximité. On a 118 497 entrepreneurs utilisateurs de l'ensemble de nos services. Le BSP, c'est quoi? C'est le bon sens paysan, le bon sens pratique et c'est surtout notre feuille de route. C'est-à-dire qu'on utilise toujours le côté pratique, le bon sens pour répondre à l'ensemble des enjeux et problématiques des dirigeants. Et on a 93% de satisfaction client et c'est un chiffre qu'on mesure régulièrement. Voilà. On a aussi notre objectif ultime qui est la sérénité du patron. C'est notre mantra et c'est vraiment l'objectif que le patron soit serein dans son quotidien et c'est pour ça qu'on existe. Deux derniers chiffres avant de présenter Caroline. On a plus de 71% de sérénité et plus de 40% de résultats pour un patron accompagné par un conseiller Rivalis. Donc voilà, ça c'est aussi, ce sont des chiffres que nous analysons régulièrement pour savoir un petit peu si les patrons accompagnés sont heureux avec nous ou pas. Donc voilà, voilà pour la présentation de Rivalis. Je laisse maintenant la parole à Caroline pour qu'elle puisse se présenter. C'est un petit peu flou d'ailleurs. Oui, je suis floue. Bien. Bonjour, je suis donc Caroline Ballardel. Je suis une conseillère Rivalis basée en Île-de-France, côté Est, vers Marne-la-Vallée. Et je suis également une serial entrepreneuse puisque depuis 2020, fin 2020, j'ai créé 7 entreprises. Voilà. Donc, j'ai un parcours entrepreneurial un peu plus riche que les autres. J'ai entrepris dans différents secteurs. Mais également, je suis depuis plus de 16 ans professeure spécialisée spécialisée en entrepreneuriat et en finance d'entreprise dans quelques écoles d'ingénieurs, écoles de commerce parisiennes. Je suis, alors certains m'appellent coach, d'autres mentor, mais j'interviens en création d'entreprise, en aide aux jeunes ou moins jeunes, en tout cas ils sont jeunes dans leur création, quel que soit leur âge, au sein d'incubateurs parisiens, pareil depuis 15-16 ans.
Et également, j'accompagne également, en plus de mon activité Rivalis qui consiste à accompagner des dirigeants, j'accompagne aussi des dirigeants là dans des cas un peu moins drôles dans le cadre de l'association Second Souffle. Et là, j'accompagne des dirigeants qui ont connu une liquidation, un dépôt de bilan. Et je les accompagne pour se reconstruire et penser à leur avenir professionnel. Voilà donc mon parcours en quelques mots. Ok, bah merci beaucoup Caroline. Je pense que du coup, on a compris que tu es spécialiste dans le sujet et qu'on est entre de bonnes mains pour avoir de bons conseils. Et oui, je n'y peux rien, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Bon, ben Alors, parfait, ben, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. bien. Et ben, le plan de financement. Et je te laisse la parole. Alors effectivement, donc je vous ai concocté un petit sommaire. Déjà parlé, on a parlé du marché de l'entrepreneuriat, car c'est un véritable marché. Tout le monde s'engouffre dans ce marché. Donc, je voulais vous donner quelques chiffres. Une aventure entrepreneuriale, elle démarre par une idée, par plein de phases, mais on va surtout se pencher sur le business model pour accéder ensuite vers les tableaux financiers, vers lesquels, et puis on fera un focus particulier cette fois-ci sur le plan de financement qui est, alors je le caractériserai même de plan de financement initial puisqu'on est à la création de l'entreprise là, ce qui n'empêche que on pourrait éventuellement imaginer également un plan de financement, repenser un plan de financement quelques années après le lancement de l'entreprise, quand il y a par exemple des investisseurs qui intègrent le capital social de l'entreprise et donc on pourrait repenser une nouvelle fois ce plan. On va l'imaginer là comme étant initial. On est à l'aube de la création de l'entreprise. Ensuite, alors quelques chiffres du marché. Oui, je dis que le marché il est relativement porteur puisque dans les années sinistrées avec cette crise sanitaire sans précédent en 2020, on a quand même créé, alors ce sont des chiffres qui proviennent de l'INSEE, je ne l'ai pas inscrit dans le PowerPoint, mais ces chiffres-là proviennent de l'INSEE. 148 000 environ, hein, j'ai enlevé les quelques dizaines, centaines, mais à peu de choses près, 848 000 créations d'entreprises, plus de 4% de plus par rapport à 2019. C'est dire que dans cette année sinistrose, il y a quand même eu beaucoup de créateurs, en tout cas de personnes qui se sont imaginées et qui se sont lancées dans la création d'entreprises. Et puis en 2021, pareil, encore en croissance. Certaines sources même parlent du million de créations. Donc, autant dire, c'est un marché très porteur et donc forcément, nous, on a aussi envie dans la famille Rivalis d'aborder le sujet puisqu'il consiste à accompagner un créateur, ce qui est un futur dirigeant. Alors, on va aborder maintenant le business model. Alors, sur cette photo qui était présentée, vous voyez que la photo, si vous l'avez repérée, elle présente d'abord l'idée. Il y a différentes phases, hein, l'idée, l'étude de marché. Bien évidemment, il faut une idée pour se lancer dans une création d'entreprise. Sans idée, j'ajouterais même sans énergie, sans volonté, ça ne va pas marcher. Donc, la première pile ou la première pierre de l'édifice, ça va être vraiment l'idée. Après, effectivement, l'idée, on va la conforter, on va la faire matcher par rapport à l'étude de marché. Et puis, tout de suite, on va s'engouffrer dans le business plan. Alors, dans le business plan, donc on peut passer à la slide suivante. Dans le business plan, qu'on appelle aussi plan d'affaires, il y a le business model d'abord. C'est une des composantes du business plan. Alors, vous avez peut-être entendu parler de modèle économique, c'est la même chose. Business model, modèle économique, c'est la même chose. C'est le premier travail de l'entrepreneur et ça consiste en effet à choisir le bon business model, c'est-à-dire positionner son activité par rapport au marché. Le marché, je viens d'en parler précédemment. Hein, on essaye de regarder le marché, les acteurs du marché, concurrence éventuelle. Et puis, dans ce business model, on va surtout déterminer les moyens d'engendrer des bénéfices. Car rappelons-le, si on crée une entreprise, c'est bien pour générer des bénéfices, c'est pas pour faire joli dans le décor. Mais en tout cas, positionner son activité par rapport au marché,
se mesurer par rapport à une éventuelle concurrence, directe ou indirecte, et déterminer des moyens d'engendrer des bénéfices, c'est forcément des choix qu'il faut faire, il faut bien les peser pour assurer l'avenir de l'entreprise qu'on est en train de créer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça à la volée, il faut vraiment bien y réfléchir. Alors, des business models, il en existe de toutes sortes. Il en existe de toutes sortes. J'ai envie de dire, les différentes stratégies entrepreneuriales peuvent être choisies en fonction de l'offre existante, du produit, du service vendu. Il existe, attends, va pas si vite, j'en suis pas là encore, s'il te plaît Pauline. Il existe donc plusieurs modèles. Donc on connaît historiquement les business models classiques du type je fabrique un produit, je vends un service, je fais de la distribution. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, face à la concurrence, puis surtout au niveau du développement du e-commerce, il y a de nouveaux business models qui ont émergé. On a des business models, alors je ne vais pas tous les citer, mais business model du low cost, du freemium, du premium, du cashback, de l'affiliation, de la vente flash. Bref, il y a plein de nouveaux business models, mais quel que soit le business model que l'on retient, c'est-à-dire le plan d'affaires, la façon dont on va organiser l'entreprise pour générer du bénéfice, l'idée c'est que de toute façon, on réfléchisse bien à la stratégie qu'on va employer et qu'on va déployer surtout, et puis au modèle de revenus que l'on va préparer très consciencieusement. Alors, slide suivante, forcément, si on veut travailler notre business model, le préparer en amont et de manière très consciencieuse, on va d'abord forcément se pencher sur l'offre. C'est le b.a.-ba, j'ai envie de dire, parce que tout tourne autour de l'offre. Qu'est-ce que je veux offrir? Qu'est-ce que je vais vendre à mon client? Un produit, un service? On a vu plein de possibilités. Alors, pour cela, on a des outils. Je ne vais pas lister toute la litanie des outils, mais un outil intéressant d'analyse du marché et de l'offre, ça va être le SWOT, mais bien évidemment, en amont, je l'avais déjà dit, l'étude de marché. Et après, par rapport à cette offre, au regard de l'étude de marché et de son environnement, on va forcément cibler des clients. Donc là, on va cibler, segmenter, parce que pourquoi? On a beau avoir une belle offre, si on n'a pas les clients qui vont en face, ça ne va pas marcher. Ça, c'est assez simple à comprendre. J'en ai parlé également précédemment. Forcément, on va aussi se mesurer à une concurrence éventuelle, directe ou indirecte. Elle n'existe peut-être pas encore aujourd'hui, mais peut-être arrivera-t-elle. En tout cas, on va essayer de trouver s'il y a un concurrent vraiment direct, c'est-à-dire qui propose le même produit, le même service que nous, ou indirect, parce qu'éventuellement, on n'a pas de lien direct avec la concurrence. Le mode de distribution, c'est-à-dire comment on va écouler notre produit. On a bien le e-commerce qui émerge, mais ça peut être une vente physique. Bon, bref, on va regarder un petit peu tout l'univers de la vente, comment on va amener ce produit, ce service sur le marché. Et puis éventuellement les partenaires clés. Un exemple, un fournisseur qui peut être un partenaire clé forcément. Si je vends un produit et que mon business il est plutôt orienté commerce, je vends un produit pour le revendre, il est clair que dans ce cadre-là, mon fournisseur va être un partenaire clé. Sans ce bon fournisseur, je ne pourrais pas proposer mes bons produits à mes gentils clients. Donc forcément, ici, ça va être un partenaire clé. J'entends partenaire clé, prenons le cas d'Amazon. Forcément, son partenaire clé, Amazon, c'est toute sa logistique, c'est ses transporteurs, c'est toutes ces personnes qui tournent autour de cette marketplace qui proposent de manière très efficace l'acheminement des colis. Là encore, c'est un partenaire clé. Bref, vous l'avez compris, dans le business model, il y a différentes, comment dirais-je moi, catégories, sous-groupes à considérer. Il ne faut pas prendre ça à la légère et bien imaginer le circuit que pourrait emprunter ce produit et quelle serait l'offre, les structures de coûts, les prix de revient, comment je vais enrichir la société. Je vends un produit,
je vends un abonnement, je prends par exemple le cas que je viens de citer précédemment, le cas du business model freemium, par exemple, qui dit que, ben oui, c'est free, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement. Je ne vais pas m'abonner justement au freemium, mais je vais avoir accès à certains services. Et comment vais-je, moi, payer ou être payé si je mets à disposition de ma clientèle une plateforme, admettons une application qui va rendre ce service à mes clients? Eh bien, ça va peut-être être au clic, au nombre de clics, parce que forcément, si je fais passer de la publicité autour de mes services via mon application, ben là, je vais me rémunérer. Bref, il faut penser à tout, vous l'avez compris. Alors, il y a un outil, alors, il existe plusieurs outils d'analyse du business model, mais moi, j'en retiens un qui est vraiment le plus courant en ce moment, c'est le business model Canva, sous forme Canva d'Oswalder, qui est un outil assez puissant. Voilà, on est terminé avec le business model sur cette slide-là. Maintenant, business model, donc l'idée c'est de, vous l'avez vu, un petit conseil, de le préparer consciencieusement pour préparer, assurer l'avenir. Mais pour cela, ben forcément, à un moment donné, il va peut-être falloir trouver des investisseurs et des banques qui seraient prêts à suivre ma création d'entreprise. Et ça, c'est souvent difficile. Donc, le business model et le business plan bien préparés, forcément, ça va faciliter la tâche. Et aujourd'hui, lorsque vous présentez devant un banquier pour prétendre avoir un prêt pour financer votre lancement, bien forcément, le banquier, c'est de monnaie courante, va vous demander, au bas mot, un business plan et mieux, un business model. Donc, autant bien le préparer. Donc, le business model, pour résumer, c'est la première, on va dire, le premier tableau qui représente donc la manière dont vous allez engendrer, dégager du bénéfice. Mais ça de manière qualitative. Les tableaux financiers présenteront après le côté quantitatif plutôt. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur le sujet. On va passer bien sûr au tableau financier. Merci Pauline. Alors, les tableaux financiers, j'ai mis ici deux tableaux qui me semblent fondamentaux, c'est-à-dire le plan de financement initial et le compte de résultat prévisionnel sur 3 ans. On pourrait y ajouter des tableaux, enfin, en tout du moins des indicateurs de performance, de ROI, des taux de marge, des break-even et autres, mais commençons déjà par le commencement. Au commencement, il y a le plan de financement initial. C'est celui qui fait donc l'objet de notre webinaire de ce soir. Celui-là, le plan de financement initial, il faut l'imaginer qu'on est à l'aube du projet. L'entreprise n'est encore pas créée, mais on est en train de se creuser la tête pour se dire quel besoin je vais avoir, quel argent nécessaire je vais pouvoir rassembler pour répondre à mes besoins. En tout cas, donc réunir des fonds nécessaires pour assurer le bon financement des projets. Ça veut dire que pour démarrer, au bas mot, j'ai besoin d'un certain nombre de choses. J'en suis pas là encore à vendre mes produits, mes services. J'en suis juste à lancer l'entreprise. Et forcément, pour lancer une entreprise, il faut réunir des fonds. Donc, on va voir comment procéder pour réunir ces fonds. Alors, j'aurais dû le mettre au départ, puis je ne l'ai pas mis. J'avais une petite photo qui montrait une main avec une pièce de 1 euro et je fais une croix dessus en disant surtout par pitié, si demain vous lancez, vous créez une entreprise, oubliez le plan de financement initial avec un capital de 1 euro. C'est complètement déconseillé. Ça, c'est le petit conseil de Caroline de ce soir. Parce que créer une entreprise avec 1 euro en poche, c'est complètement farfelu. C'est possible, c'est légal, mais c'est vivement déconseillé. Avec 1 euro, on ne va pas très loin. Hein. Donc, voilà, le plan de financement initial, pensez-y, c'est quelque chose de bien réfléchi et on va passer un peu de temps ensuite
sur ce tableau. Ensuite, un tableau qui est un peu plus connu, lui, qui est le compte de résultat prévisionnel à 3 ans. Donc là, on se projette, on imagine que ça y est, l'entreprise, elle est immatriculée au greffe du tribunal. On peut enfin vendre ses premiers produits, ses premiers services. En tout cas, ça y est, on peut générer du business. Et donc, on imagine quelle pourrait être l'activité. On va essayer de la quantifier. Et donc, l'idée, c'est qu'elle dégage un bénéfice, et un bénéfice suffisant pour s'auto-alimenter et pouvoir en vivre. Alors, c'est un tableau qui retrace l'activité, le côté opérationnel de l'entreprise, et donc, on se projette sur 3 ans. Alors, pourquoi 3 ans? Parce que première année, c'est l'année la plus difficile, forcément. C'est l'année où on démarre, on a 0 client. Ils n'arrivent pas comme ça tous d'un seul coup d'un seul, donc ça va mettre un peu de temps, donc quelques mois avant d'arriver, avant d'atteindre, on l'espère, une vitesse de croisière intéressante d'ici la fin de cette première année, mais c'est pas dit. Et donc forcément, on veut se projeter sur d'autres années parce que la première année, c'est pas celle qui est la plus sexy dans son approche, ou forcément, forcément ou pas forcément, mais en tout cas, où vraisemblablement, on va peut-être pas forcément faire les bénéfices là la première année, on va peut-être même plutôt être en déficit, ça arrive souvent. Après, il y a des entreprises qui génèrent du bénéfice aussitôt, dès la première année, mais en tout cas, il est de bon ton de voir, comme c'est un exercice périlleux qui nous permet, en tout cas qui nous demande de nous projeter sur 3 ans, de regarder justement cette évolution. Alors, on ne va pas vraiment faire un focus sur le montant de bénéfices dégagés, si c'est une perte ou un bénéfice, mais on va surtout regarder la croissance, on va regarder l'évolution d'une année à l'autre. Et ça, forcément, c'est un bel indicateur. Donc, ce tableau, j'y reviendrai pas, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va parler uniquement plan de financement initial. On a déjà animé par le passé, je pense que Pauline nous repréparera un prochain webinaire, il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, sur un bon prévisionnel, qu'est-ce que c'est. Mais pour terminer sur le compte de résultat prévisionnel, c'est un compte contenté avec un recensement d'un côté des dépenses que l'entreprise va devoir subir, enfin en tout cas devoir assumer, ce sont les charges, et puis de l'autre, les recettes, c'est-à-dire les produits donc qui seront les fruits les fruits des ventes de vos produits et services. Et par différence, donc on en déduira le bénéfice ou la perte, en tout cas le résultat. Passons à la slide suivante. On va faire maintenant un focus sur le plan de financement initial. Alors, ce plan de financement initial, c'est un tableau. Je vous présenterai un exemple tout de suite après qui va donc recenser d'un côté les besoins de financement qu'engendre le projet et de l'autre le montant des ressources financières qu'il va falloir apporter à l'entreprise pour financer justement ses besoins précédemment cités. Et là, à ce niveau-là, il faut penser à tout. Alors, on va passer un tableau pour exemple. Alors, c'est un cas idyllique, vous allez le voir. Voilà. Alors là, c'est un cas complètement idyllique, mais en même temps, c'est un cas d'école dont je me sers de temps à autre avec mes étudiants parce que là, j'ai mis un peu de tout. J'ai mis un peu de tout, mais bon, ça va me permettre de bien parler, de bien développer le sujet, puis surtout de vous donner quelques conseils par rapport à ce tableau. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par la partie de gauche, qui est les besoins durables. Alors, on appelle ça besoins durables, parce que, oui, je vous l'ai dit, on est à l'aube de l'entreprise, on n'a encore pas créé l'entreprise, en tout cas, elle n'est pas immatriculée, mais on imagine déjà les besoins que nécessiterait cette création d'entreprise pour correctement fonctionner. Alors, j'ai mis un peu tout, là, mais au moins, vous avez une liste un peu intéressante où vous pourrez piocher les idées qui vous viendront. J'ai envie de dire, la première des dépenses,
Ce sont les frais d'immatriculation de l'entreprise. Bien évidemment, vous le savez, quand on immatricule une entreprise, quand on se présente en tant que porteur d'un projet et qu'on immatricule son entreprise, ça coûte. Ça coûte quelques centaines d'euros, ça coûte quelques milliers d'euros. Tout va dépendre de la structure juridique, du nombre d'associés, d'un tas de choses, hein. Et là, je suis partie sur une somme arbitraire de 1 500 euros. Voilà. Mais en tout cas, vous serez d'accord avec moi, j'imagine, c'est bien la somme qu'il faut dépenser au départ pour pouvoir au moins exister et être immatriculé et pouvoir afficher son cabis par la suite. Alors ensuite viennent les investissements. Alors les investissements, j'ai mis dans les investissements du matériel et de l'immatériel pour bien comprendre que, oui, l'un ou l'autre pouvait cohabiter. Alors, investissement matériel, ça peut être l'achat d'un local. Si on ne souhaite pas louer son local, on peut l'acheter. Alors là, je suis partie fort, hein, j'ai pris 1 million, un local d'1 million d'euros. Achat d'un local, achat de véhicules, achat de machines si on est en mode production, achat de meubles meublants pour justement meubler son local. Ça peut être un achat de stock. Là, forcément, si on produit, on a forcément du stock de matières premières. Si on vend, on a bien du stock de marchandises. Bref, on a du stock à financer. Donc là encore, c'est de la matière. On va le retrouver dans l'investissement. Après, dans les investissements dits immatériels, c'est tout ce qui n'est pas palpable. C'est tout ce qui tourne autour des brevets. Caution, j'appelle caution, une caution, si par exemple, je n'achète pas mon local, je loue un local, je vais devoir déposer une caution initialement à mon bailleur. Mais là encore, c'est bien une somme d'argent qu'il va falloir que je trouve, en tout cas, je finance cette caution pour pouvoir entrer dans mon local loué. Des travaux de rénovation du bâtiment. Après, ça peut être, alors, on peut le considérer comme de l'immatériel ou du matériel. Bon, moi, je l'ai mis dans l'immatériel parce que c'est vrai que c'est pas très palpable, mais la création d'une appli, clairement, un nouveau business model émergent, beaucoup créé à base d'une application. Ils rendent des services à base d'applications. Avec les nouveaux objets connectés, forcément, sur ce marché-là, les créations d'applications fleurissent. J'ai mis l'application dans l'immatériel. Mais on pourrait très bien la trouver au-dessus, hein. Après, intéressant également, la campagne de communication. Si effectivement, on veut lancer son produit, en tout cas une belle promotion, une belle communication sur le marché. Si on est sur un marché de masse, par exemple, on veut lancer une belle campagne pour bien montrer qu'on existe, on est là, on va arriver sur le marché, mieux vaut anticiper cette dépense et la faire figurer au plan de financement initial. Alors, on pourrait très bien dire, toutes ces dépenses-là, tout du moins les dépenses qu'on pense faire initialement, on pourrait imaginer se dire, après tout, je ne vais pas les mettre dans mon plan de financement, je vais pouvoir me les payer au fur et à mesure que mon entreprise sera immatriculée. Donc, je vais faire l'économie de tous ces postes-là. Je vais bien sûr garder les frais d'immatriculation de l'entreprise de 1 500 euros. Puis le reste, je vais attendre. Et puis, je vais surtout attendre que mon business, mon entreprise soit créée, puis que mon business soit juteux, qu'il commence à générer du bénéfice. Et avec mon bénéfice, je vais investir. C'est pas sérieux. C'est possible, mais c'est pas sérieux. C'est un peu comme jouer les yeux fermés à un jeu d'adresse ou autre. Mieux vaut l'anticiper, croyez-moi, parce qu'il en va de l'avenir de votre entreprise. Si vous êtes trop restreint, alors je dis pas qu'il faut tout mettre dans ce tableau pour l'exercice. Ici, ce soir, j'ai mis beaucoup de postes, mais vous verrez que dans la vraie vie, forcément, si on a une entreprise avec un business model qui vend du service au travers d'une application, on va bien faire l'économie du local, de la voiture, du stock et autres, et ça ira très bien. Et le côté besoin durable va se limiter éventuellement à la création de l'application et peut-être la campagne de communication. Mais bon, en tout cas, ici, j'ai tout mis pour que vous ayez la plupart
des choix possibles. Mais il n'y a pas tout, hein, j'ai bien évidemment oublié encore d'autres choses. Bon, bref, vous l'aurez compris, l'idée, c'est de bien réfléchir à son business au lancement. Hein. Donc, il ne faut pas en faire de trop, mais il ne faut pas aller à l'économie. Encore une fois, le 1 euro, oubliez-le. Alors maintenant, un focus particulier, cette fois-ci, toujours dans les besoins durables, c'est le besoin en fonds de roulement. Il est important, on va y revenir tout de suite après. Effectivement, de plus en plus maintenant, on intervient dans le plan de financement initial, c'est-à-dire qu'on fait figurer un besoin de fonds de roulement, on suppute, on suppose que il va, en tout cas ce business-là va engendrer des besoins de fonds de roulement grands. Alors, constant, grandissant, si on est en mode start-up, forcément, dès que le chiffre d'affaires augmente et augmente de manière très significative, ben, il y a de fortes chances que le besoin en fonds de roulement, lui aussi, augmente. Alors, il vaut mieux l'anticiper comme une charge et ainsi être certain de pouvoir pallier à ce problème. Parce que croyez-moi, bon nombre d'entreprises, moi je le vois dans mes activités bénévoles justement, bon nombre d'entreprises vont en liquidation ou partent en redressement judiciaire, justement à cause de problèmes de trésorerie liés aux besoins en fonds de roulement. Donc, il vaut mieux l'anticiper au départ, quitte à l'avoir vu un petit peu trop grand, plutôt que d'avoir une surprise de taille en cours d'activité. Voilà. Et pour la trésorerie prévisionnelle, ben là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le tiroir caisse hein, du commerce, c'est d'avoir un petit peu de liquidité pour faire face aux premières dépenses et voilà, être particulièrement à l'aise en cas de nécessité. Alors, une fois que vous avez listé et bien énuméré donc tous vos besoins, dits besoins durables, hein, vous voyez, dans ce tableau, je n'y ai pas mis les salaires, les charges, les assurances, le coût du comptable. Non, non, non. Là, ce sont vraiment les dépenses initiales que l'entreprise doit, comment dirais-je, auxquelles elle doit faire face pour se lancer de manière pérenne. Voilà, si je devais résumer, ça serait cela. Et je ne vais pas chercher les charges courantes de l'entreprise. Donc ici, donc dans cet exemple, ben, le total fait 2 111 000. Bon, encore une fois, c'est vraiment un cas d'école. Hein. On n'est pas dans la vraie vie. Maintenant, ben, forcément, en face de ces 2 111 000, ben, il y a les ressources et il faut que je trouve les ressources intéressantes, identiques, hein, parce que si je ne suis pas capable de réunir 2 111 000, ben, ça sous-entend que mon projet, c'est pas qu'il n'est pas viable, mais il démarre mal. Quoi. Alors là, encore une fois, c'est un cas d'école. Hein. Alors, je vais imaginer, ben, déjà, le premier apport, c'est l'apport personnel du dirigeant, de ses associés, s'il en a. C'est le capital social de l'entreprise. J'y reviendrai ensuite également. Capital social, donc c'est l'apport que les dirigeants, en tout cas les associés, versent au capital de l'entreprise pour la constitution du capital social qui donc figurera donc sur l'extrait cabis de l'entreprise. Il peut y avoir également un compte courant d'associés. Ce n'est pas une obligation. Mais bon, c'est une manière aussi de répartir l'argent qu'on a mis en commun. Tous les associés, là, ont mis de l'argent en commun. On peut en mettre une partie dans le capital social. Et là, vous l'avez compris, le capital social, c'est quelque chose de fixe. Hein, on n'y touche pas. C'est important. Et puis, le reste de la somme, elle peut être éventuellement mis au compte courant des associés. Bien. Ensuite, alors on va chercher des solutions pour lever des fonds, trouver des fonds de manière à combler ce besoin d'arriver à 2 111 000. Alors, j'ai mis des subventions, des primes à l'équipement, on va les revoir un peu dans le détail après. Un emprunt à moyen, à long terme. Dans l'exercice, j'ai mis 1 million. Je vais y revenir tout de suite. Ensuite, on peut voir l'appel, cette fois-ci, l'appel à l'aide extérieure. Donc là, on va s'adresser aux internautes et enfin, pas aux internautes, pardon, aux familles, aux proches du créateur. Et là, on va parler de Love Money. Et si on s'adresse cette fois-ci aux internautes, on va plutôt parler financement participatif ou crowdfunding plus couramment appelé.
Après, on peut éventuellement lever des fonds, trouver un business angel, trouver des sociétés de capital risque, des fonds de pension. Bref, il y a différentes manières de lever des fonds. Alors, maintenant, un petit focus par rapport à l'emprunt moyen et long terme. Là, ça sous-entend que je vais frapper à la porte de mon banquier pour tenter d'avoir un peu d'argent. Alors, on le sait, les banquiers sont plutôt frileux par rapport à l'aide aux créateurs. Ils peuvent financer, mais bien évidemment, un banquier, c'est comme vous et moi, hein, quand on injecte de l'argent dans un business, forcément, c'est pas pour perdre. Donc, eux, forcément, ils vont regarder déjà votre premier tableau. Et donc, ce tableau, il est fondamental parce que pourquoi? Là, vous venez voir votre banquier pour lui emprunter en tout cas 1 million d'euros. Et lui, sa réaction, ça va être quoi? De s'accrocher aux investissements, aux biens immobilisés de l'entreprise, éventuellement au capital. Mais en tout cas, lui, il ne prêtera que s'il y trouve son intérêt. Et son intérêt, c'est qu'il prenne des garanties. Alors, les garanties, il va les prendre sur quoi? Ici, dans ce cas d'école, forcément, il va prendre une garantie tout de suite sur le local parce que vous lui demandez 1 million et comme par hasard, il y a un local qui coûte 1 million. Donc forcément, lui, il va prendre une garantie sur le bien. Il va prendre une garantie également sur les véhicules, sur les machines, sur éventuellement les meubles, le stock, bref, tout ce qui est achat matériel. Achat de matériel, forcément, c'est immobilisable, ça a une valeur. Donc pour lui, prêter 1 million sera peut-être enclin à le faire, à condition, bien évidemment, qu'il ait en face de la ressource. Et là, en l'occurrence, il en a. Il en a un peu également, mais à moindre coût, puisque là, vous lui demandez 1 million et vous avez un capital social de 30 000 avec 54 000 euros de compte courant, soit 84 000 d'apport. C'est très peu comparé à 1 million demandé. Donc, ça veut dire que si vous n'aviez pas en face, dans les besoins durables, ce local, ces véhicules, ces meubles, ce stock, c'est clair qu'il ne vous prêterait absolument pas ce 1 million. Alors, il vous le prêterait peut-être si, parce que en dessous, regardez, sur Business Angel, investisseurs, vous avez su trouver un Business Angel, des investisseurs en tout cas, qui croient en votre projet et qui vont mettre 1 million de cash sur la table. Encore une fois, c'est un cas d'école, mais ça se passe comme ça, même si c'est 20 000 euros, c'est de la même manière. Donc là, il sera peut-être plus enclin à le faire. Mais en tout cas, si vous n'aviez pas ça, ni les besoins durables, les immobilisations, j'entends. Et cet apport d'investisseurs, clairement, ne comptez pas sur le banquier, mettez cette somme de 1 million plutôt à 0. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver d'autres leviers pour trouver de la finance ou revoir à la baisse son projet. Mais en tout cas, vous l'avez compris, c'est un juste équilibre entre les besoins que génère la création de l'entreprise et forcément les ressources que vous allez mettre en face. Maintenant, je crois que c'est à peu près tout. Si je voulais dire quand même quelque chose sur le capital, ou on le dira après? Non, on le dira après. On le dira après. On va peut-être faire tout de suite le focus sur le BFR. Pauline, si tu veux bien passer la slide après. C'est parti. On va faire un peu… Alors, attention particulière effectivement sur le BFR. Le BFR, si on ne l'imagine pas au départ, on ne le voit pas forcément arriver. C'est comme une lame de fond, vous voyez, elle est sous la mer, là, elle arrive et elle va faire un malheur. Alors, un malheur dans le sens où, je vous disais, beaucoup d'entreprises sont en manque, ou ont plutôt un besoin en fonds de roulement accru et qui n'arrivent pas toujours à combler. Et puis demain, si vous allez voir le banquier en cours d'exercice, imaginons que vous ne l'avez pas imaginé comme une dette durable dans vos besoins, dans ce tableau qu'on vient de voir précédemment, imaginons qu'on ait fait l'impasse et qu'on ne veuille pas le mettre, mais que effectivement le business génère un besoin en fonds de roulement. On va voir comment il arrive ce fonds de roulement. Ce besoin en fonds de roulement, s'il n'est pas recouvert au départ, s'il n'est pas anticipé justement dans le plan de financement initial,
Ben, clairement, vous allez voir le banquier un an après avoir créé votre entreprise en disant « Monsieur le banquier, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai pourtant du business, j'ai des bons clients, j'ai un business florissant, je dégage de la marge, mais j'ai un besoin en fonds de roulement important et qui peut éventuellement même s'avérer de plus en plus important. Et comment faire? Ben là, c'est pareil, le banquier, il ne vous aidera pas parce que quelque part, vous allez voir le banquier pour recouvrir une dette. Une dette, voilà. Donc, un banquier, ben, il ne va pas prêter de l'argent pour couvrir une dette. Il va prêter pour acheter un bien, mais certainement pas pour recouvrir une dette. Donc, c'est important, encore une fois, et c'est pour ça que je mets attention particulière sur le BFR. Alors, toutes les entreprises, toutes les créations d'entreprises, tous les business models d'entreprises ne sont pas assujettis au BFR, Dieu merci. Mais quand on l'est, il faut être particulièrement vigilant à cela. Alors, comment le BFR, il arrive? Comment il se crée? Eh bien, je l'ai mis ici une petite définition. Ça correspond donc aux dépenses engagées tout au long de l'année de l'entreprise qui ne sont récupérées que lorsque on a l'encaissement des ventes et des prestations. C'est-à-dire, je m'explique. Si on offre par exemple à ses clients des délais, c'est souvent le cas en B2B, vous savez, en business to business, quand entreprise entre entreprises, on fait du business. Souvent, c'est plus souvent le cas dans ce type de business, on demande un paiement étalé, en tout cas, on donne un délai de paiement. Et là, eh ben, c'est là que le problème il se pose. C'est-à-dire que ben, c'est bien, votre client, il va vous payer, oui, c'est clair, il va vous payer, mais il va vous payer dans un mois. Alors, on a une loi de finances qui encadre tout ça, mais il est clair que si vous avez en plus de la loi de finances, donc qui vous donne 45 jours pour payer votre facture, mais que vous avez aussi un cycle de production, prenons un cas lourd, un cycle de production, vous êtes dans la production, vous préparez votre produit, et que votre cycle il fasse 2 mois, c'est un exemple, hein, je vais aller vraiment très loin pour marquer les esprits, ben vous allez prendre 2 mois de cycle de production, très bien, vous avez une commande au départ, c'est très bien, vous allez payer, c'est certain, mais n'empêche que pendant 2 mois, il ne va rien se passer parce que de toute façon, vous ne pouvez pas envoyer votre facture, votre produit n'est pas manufacturé. Une fois que vous l'envoyez, votre produit, vous l'envoyez, le BL va déclencher la facture et à partir de ce moment-là, une fois que la facture est envoyée, à ce moment-là, on va imaginer le scénario catastrophe où le client, qui est une entreprise, va vous payer 45 jours ensuite, 45 jours, alors soit date facture ou fin de mois, mais en tout cas, au moins 45 jours après. Ben, on va accumuler 2 mois plus 45 jours, donc ça va nous faire 3 mois et demi, durant lesquels ben, il ne va rien se passer parce que vous n'allez pas empocher l'argent correspondant aux fruits de votre vente. Et là, ben, pendant ce temps-là, malgré tout, pendant ces 3 mois et demi, payez ben, vos salariés si vous en avez, votre location de local, vos échéances, vos prêts, vos remboursements. Bref, il va falloir être sacrément costaud et blindé au niveau trésorerie pour faire face à cela. Donc, le BFR, ben, c'est cela. Plus vous avez des cycles de production longs, plus vos clients vous payent de manière lointaine et plus, ben, forcément, l'argent qui devrait être dans le porte-monnaie de l'entreprise, il est ailleurs, mais en tout cas, il n'est pas dans le porte-monnaie. Donc, il faut l'anticiper. Pourquoi? J'entends que dans le plan de financement initial, le BFR soit prévu initialement. Partir sans BFR, c'est comme se lancer dans la mer sans savoir nager, quoi. Enfin, voilà. C'est vraiment très important. Donc, c'est pour ça qu'à la création, j'ai marqué le BFR doit être envisagé comme un investissement et il doit être financé par des ressources financières stables. Et on ne va pas voir le banquier pour recouvrir une dette. Hein. Alors, je ne vous ai pas mis, je vous ai fait grâce de la formule mathématique du BFR, mais en clair, un BFR, ça se calcule par rapport aux créances et aux créances clients, c'est-à-dire avec les délais de paiement accordés aux clients. C'est aussi le stock, la valorisation du stock. Avoir un stock, forcément, ça coûte de l'argent. Donc, on a un stock qui est nécessaire au démarrage, au fonctionnement de l'activité. Donc, ça aussi, ça coûte. Et on va lui imputer, on lui enlever
les dettes détenues auprès des fournisseurs. Donc voilà comment en gros on calcule, enfin ça c'est la formule mathématique du calcul du BFR. Bien, passons à la slide suivante, si vous le voulez bien. Merci Pauline. Alors maintenant on va parler, refaire un focus, puisque vous le savez, ce soir on va vraiment faire le focus sur le plan de financement initial. Donc là, je me recentre sur les besoins durables. Alors, les besoins durables, rappelez-vous, c'était la colonne de gauche de mon tableau que j'ai présenté tout à l'heure. On va donc, comment dirais-je moi? Non, on est dans les besoins, donc là maintenant on va dans les ressources, pardon. Et on a donc, une fois qu'on a bien listé ses besoins, ben, il faut trouver les ressources qui correspondent. Hein. Il n'y a pas, il faut équilibrer le tableau. Hein. Donc, les ressources durables, ben, il s'agit de chiffrer les ressources financières donc, qui vont permettre de couvrir tous les investissements qu'on a mis dans la colonne de gauche de notre tableau. Alors, elles se regroupent effectivement en deux catégories. Alors, les apports personnels, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez apporter. Alors, apport personnel, tout ce que vous allez mettre au capital social de l'entreprise. Je vais faire tout de suite après un petit focus sur le capital social. Alors, je tiens à préciser qu'également, le capital social, on peut apporter aussi, pas que de l'argent, on peut aussi apporter un bien. Ce bien, il devrait être valorisé à l'entrée, hein, à l'entrée du capital, mais forcément, il n'y a pas que de l'argent. Donc, ça peut être de l'apport personnel en monnaie ou numéraire ou non numéraire, on va dire, en matériel. De l'apport personnel qu'on va verser au compte courant d'associés. Et puis, la fameuse love money dont on a parlé tout à l'heure et dont on parlera tout de suite après. Et puis, l'autre catégorie, ce sont les ressources qu'on doit trouver en complément, parce que bien souvent, ces apports-là, qu'on vient de citer ci-dessus, ne suffisent pas. Ils ne suffisent pas pour financer le… Alors, ça arrive, hein, ça peut arriver hein, qu'il y ait besoin que de cela, mais souvent, il faut aller chercher des ressources ailleurs. Et on va parler donc de financement externe à ce moment-là. Un petit focus sur le capital social, parce que le capital social, c'est quelque chose de très important. Parce que c'est le reflet aussi de la, je ne vais pas dire de la bonne santé de l'entreprise, mais de sa capacité financière quelque part. Alors, pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que le capital social d'une entreprise, c'est le reflet, ouais. Mais ça ne se choisit pas comme ça au hasard non plus. Hein. C'est quelque chose de bien pensé. Alors déjà, il faut se demander si on va être seul ou à plusieurs pour piloter cette entreprise, pour la créer et la faire grandir. Donc forcément, si on est plusieurs, on imagine que le capital social en euros sera un peu plus conséquent. Mais donc, on va regarder surtout au regard du marché, des fournisseurs, des clients, des éventuels investisseurs. Il va falloir avoir un capital social un peu cossu, on va dire, parce que quelque part, c'est le reflet aussi de votre solvabilité. Donc, un capital social d'1 €, encore une fois, s'il vous plaît, par pitié, oubliez-le, hein, c'est pas sérieux. Mais capital social, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de votre business. Si vous vendez des sachets de cacahuètes au marché de Saint-Ouen, et c'est pas je ne me moque pas, hein, c'est un business comme un autre. Il n'y a pas besoin d'avoir un capital de 500 000 €. On est bien d'accord. Si en revanche, vous vendez des hubs actifs auprès de SFR ou Orange pour les réseaux 5G du futur, un capital de 20 000 € comparé à des grandes entreprises comme Orange et SFR, c'est pareil, ça fait pas le poids, quoi. Donc quelque part, c'est quand même le reflet de l'entreprise et de sa solvabilité. Donc, ça dépend. Bon, c'est un exemple que je citais, mais c'est vraiment pour vous montrer, vous sensibiliser au fait que
un capital social, ça ne choisit pas comme ça au hasard, hein. Donc, ça peut être aussi un moyen de convaincre un banquier. Si dans votre business, vous n'avez vous avez un business model freemium, par exemple, on l'a cité tout à l'heure, et vous avez une appli pour cela. Donc, dans votre besoin durable, vous avez des frais d'immatriculation et puis le coût du développement de l'application. Point barre. Pas de BFR, pas de trésorerie, rien de tout cela. Donc, ça se limite à cela. Ben, clairement, en face, le capital social, il devrait être important, il devrait être suffisamment conséquent pour que le banquier, lui, puisse s'accrocher. Je vous ai dit tout à l'heure dans le tableau que le banquier, lui, il allait prêter à hauteur de vos biens immobilisés. Ben là, dans la mesure où il n'y a pas de biens ou peu de biens, il n'y a qu'une appli, lui, l'appli, il va en faire quoi, le banquier? Rien du tout. Ben lui, il va s'accrocher au capital. Donc, si vous venez le voir pour emprunter, admettons, 30 000 € et que votre capital social est de 2 000, ben, il ne vous prêtera pas. Il faudrait au moins que le capital il couvre le besoin que vous allez chercher chez le banquier, vous comprenez? Donc, encore une fois, le choix de ce capital-là, il est très important pour la stratégie, pour l'avenir que vous voulez donner à votre entreprise. Slide suivante. Alors, toujours dans les ressources durables maintenant, pour terminer, on approche à la fin. Les ressources de financement, alors internes, externes. Alors d'abord, forcément, une fois qu'on a fait l'apport personnel qui va aller donc abonder au capital social de l'entreprise, ça commence toujours comme ça, une histoire de création d'entreprise. On va éventuellement mettre un reliquat en compte courant d'associé, donc c'est un compte courant bancaire d'associé classique, et on va aller chercher éventuellement de la love money. Ça se fait beaucoup. Alors, tout le monde comment dirais-je, tous les créateurs n'accèdent pas à cela, mais quand on a quelques petits besoins de quelques milliers d'euros, certains franchissent le pas d'aller demander à leurs amis, leurs familles, les proches, en tout cas, c'est pour ça qu'on l'appelle love money, de prêter de l'argent, donner de l'argent sous forme d'un don. Ça peut être un prêt, mais en tout cas, on va dire que pour l'exercice, ça va être un don. Pour abonder, pour donner de l'argent, pour créer donc cette entreprise. Alors, le donateur, lui, se verra donc alloué d'une carotte fiscale, puisque vous le savez ou vous ne le savez pas, chaque donateur, que ce soit un particulier ou une entreprise qui aide une création d'entreprise, a le droit de déduire de son imposition, va déduire donc une certaine somme, pas la totalité, alors c'est la moitié, c'est un tiers, ça dépend, mais en tout cas va pouvoir en déduire une partie dans son avis d'imposition, dans sa déclaration en tout cas. Donc ça peut être éventuellement intéressant. Mais bon, faire de la love money, vous l'avez bien compris, qui génère quelque part quelques milliers d'euros, ça ne va pas suffire si demain votre besoin il est d'1 million. Mais bon, ça peut éventuellement être intéressant. Alors, à partir de ce moment-là, on va maintenant voir les sources de financement externes. Donc là, on a fait le tour de ces possibilités en interne. On a vidé ses poches, on a tout donné, on a mis tout ce qu'on pouvait donner. On a cassé sa tirelire. Et là, maintenant, ça ne suffit pas pour équilibrer ce tableau parce qu'on a dans la colonne besoins durables une grosse somme et forcément, ce qu'on a mis sur la table, ça ne suffit pas. Donc là, on est obligé d'aller vers les externes. Alors là, je les ai classés par ordre d'importance, c'est-à-dire plus on demande et plus on va avancer dans le tableau. Le premier appel de financement, c'est ce qu'on appelle les plateformes de financement participatif ou plus communément appelé crowdfunding. Alors, j'ai mis ici quelques exemples. Il y a Ulule, il y a KissKissBankBank. Ça, ce sont des plateformes qui proposent donc des projets d'entreprise, de création d'entreprise. Donc, ce sont les créateurs qui postent sur ces plateformes-là leur histoire entrepreneuriale, ce qu'ils vendent. Alors, souvent, ça existe depuis longtemps, les plateformes de financement participatif. Ça existait à l'époque, c'était surtout pour les artistes.
qui faisaient la promotion de leur film, un nouveau single, enfin musique, film, tout cela. C'était pour surtout pour les artistes. Aujourd'hui, les créateurs, bon, aujourd'hui, ça fait déjà quelques années que ça dure, hein, postent régulièrement des projets de création et racontent leur histoire entrepreneuriale. Hein. Il y a un peu de storytelling, histoire d'attirer les internautes, car cette plateforme, elle s'adresse à des particuliers internautes, vous, moi, n'importe qui. Et l'idée derrière la plateforme de crowdfunding, c'est que vous allez, vous, en tant qu'internaute sur cette plateforme, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat et surtout par les produits qu'il propose, et si vous êtes intéressé par éventuellement le produit, vous pouvez éventuellement acheter le produit ou participer en tout cas à l'élaboration d'une cagnotte. Il est demandé une cagnotte au départ, hein, et dans un certain laps de temps. Et en tant qu'internaute, si vous êtes intéressé par l'histoire que le créateur raconte et surtout par les produits qu'il propose, eh bien, vous pouvez payer, financer donc sur cette plateforme. Et vous avez une contrepartie, c'est-à-dire que ce n'est pas à perdre, hein, on ne donne pas de l'argent comme ça pour le plaisir. Il y a une contrepartie, c'est-à-dire qu'en contrepartie de la somme que vous versez, vous avez un retour, alors un produit, un goodies, alors bien évidemment ça dépend, si vous versez 10 €, vous aurez peut-être un goodies, si vous en versez 300, c'est sûr que ça ne sera pas un goodies, ce sera un cadeau plus intéressant. Mais en tout cas, l'idée elle est là. Et donc, la cagnotte que le créateur demande au départ, elle grossit au fil des jours. Hein. On demande ça sur un laps de temps d'1 mois, 2 mois, enfin, ce n'est pas des années, hein, c'est quelques semaines. La cagnotte, elle grandit et quand la cagnotte est atteinte, si elle est atteinte au moment, à la fin de la durée qu'on a initialement arrêtée, eh bien, ça veut dire que vous, internaute qui avez financé, participé au financement de cette campagne de lancement, vous aurez le goodies, la contrepartie qui vous avait été promise et vous avez déjà engagé l'argent puisqu'au moment où vous avez payé avec votre carte bleue sur la plateforme, de toute façon, il n'y a plus qu'à attendre la fin de cette campagne pour récupérer votre bien. Si jamais la cagnotte est atteinte, c'est super, ça veut dire que le créateur, il empoche le montant de la cagnotte, hein, de cette poche, avec en dessous, bien évidemment, enfin, déduit le pourcentage de participation à la plateforme, c'est-à-dire que la plateforme, elle se rémunère, donc elle prend un petit pourcentage, mais en tout cas, une grosse partie de la cagnotte, ils prennent 6-7%. Le reste de la cagnotte, c'est pour le créateur. Et puis vous, internaute qui avez plébiscité ce produit ou qui avez voulu soutenir cet entrepreneur, vous avez le sérieux de la plateforme Ulule, KissKissBankBank, mais il y en a plein d'autres, hein, ça fleurit de partout. Vous avez le sérieux de la plateforme qui va donc vous envoyer soit le cadeau, et si la cagnotte n'est pas atteinte, alors là, c'est le cas extrême, c'est le mauvais cas, là, on remballe. C'est-à-dire que la cagnotte ne sera jamais à disposition du créateur, elle n'est pas atteinte. Donc, c'est important de bien réfléchir à la cagnotte, au montant de la cagnotte qu'on souhaite. Et tout le monde reprend son argent et la plateforme vous rembourse ce que vous aviez quelques semaines auparavant financé. Donc, soit on gagne, mais on ne perd pas, de toute façon, on est remboursé. Après, donc voilà, ce sont des jeux, enfin, c'est un jeu, c'est un divertissement, mais qui prend beaucoup d'essor et qui permettent de lever des fonds. Alors, moi, j'ai pas mal, puisque j'accompagne pas mal de créateurs, ils peuvent lever des fonds de l'ordre de 10 000, 15 000, 20 000, voilà, ça se fait couramment. Hein. Après, d'autres systèmes, il y a l'aide publique et j'ai envie de dire, quand je parle d'aide publique, là, je ne l'ai pas cité, mais j'ai envie de parler de Pôle emploi. Pôle emploi qui, quelque part, indirectement finance la création d'entreprises par ces dispositifs ACRE, par exemple, aide à la création, à la reprise d'entreprises. C'est le plus gros acteur de ce marché de l'entrepreneuriat, hein. Clairement. Après, vous avez des groupements comme Initiative France, Réseau Entreprendre, l'ADI, France Active, des prêts d'honneur à taux zéro. Alors, ces entreprises, ce ne sont pas des entreprises, ça peut être des associations ou entreprises, mais elles prêtent. Alors, elles prêtent des prêts à faible taux.
c'est des taux qui avoisinent les taux des banquiers, hein. Mais en tout cas, bon, ce sont des microcrédits, hein, c'est 10 000, 12 000 euros, c'est pas des sommes astronomiques. Après, ça peut être complété par des prêts d'honneur à taux zéro de quelques milliers d'euros. Alors, il est clair que si votre besoin il est de 30 000, 40, 50 000 euros, c'est sûr que ça ne va pas forcément faire votre bonheur, mais ça peut éventuellement favoriser, c'est la politique des petits pas, mais si vous avez deux de ces enseignes-là qui vous proposent de prêts à 10 000 euros, bon, c'est sûr que ça ne fait pas les 50 000 que vous espériez au départ. Mais si le banquier n'est pas enclin à vous prêter parce que lui, il ne peut pas s'accrocher à comment dirais-je moi, une garantie, bah forcément, c'est 20 000 de plus qu'on a trouvé et il ne reste plus que 30 000 à trouver. Donc, vous voyez, c'est la politique des petits pas, mais ça marche, hein. Ça marche, beaucoup de créateurs font comme cela. Alors, bien évidemment, si on a des gros besoins, ce n'est pas Initiative France ou l'ADI ou autre qu'on va aller solliciter, bien évidemment. Mais ça peut suffire. Après, on a BNP Paribas, on va le citer parce que c'est un grand acteur de l'entrepreneuriat également, BPI France. Et avec ses bourses, French Tech éventuellement, donc ils prêtent aussi aux créateurs. Et voilà ce qu'on peut trouver. Alors après, il y a d'autres choses. On va voir les business angels, mais on verra sur la dia d'après. Mais j'ai envie de dire qu'une fois que le projet est validé, c'est pareil, on n'est pas obligé. Là, on cherche des fonds pour répondre aux besoins durables du lancement de cette entreprise. Mais imaginons que l'entreprise, ça y est, elle est lancée. Rien ne vous empêche, une fois l'entreprise lancée, au bout de 6 mois, 1 an, de lever des fonds et de voir qu'une fois que votre projet est bien validé, de faire des prêts d'amorçage auprès de BPI France, où là, on accède, vous voyez, à des 150 000 euros faciles. Enfin, facile, c'est pas si facile que ça à décrocher, mais en tout cas, ils peuvent éventuellement financer jusqu'à ces hauteurs-là. On est déjà un peu plus haut. Ensuite, sur la dia d'après, j'ai parlé également de gagner des concours. Bah oui, gagner des concours. Vous voyez, ici, j'ai mis une photo. Alors, elle date un petit peu, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. On a ici un créateur qui est en train de pitcher devant un parterre d'entrepreneurs et d'investisseurs, plutôt des business angels. Et il est dit, je ne sais pas si vous voyez lisiblement, mais il y avait dans la salle ce jour-là Xavier Niel, Marc Simoncini, le patron de Mythique. Bon, bref, il y avait des investisseurs, des business angels, comme on les appelle, qui cherchaient le projet à financer, quoi. Et là, sur ce type de projet, il y avait un lot de 25 000 euros pour le lauréat. Donc, 25 000 euros, c'est déjà une belle somme et puis c'est surtout un don, quoi. On n'a pas à rembourser. Ensuite, on a le Fonds national d'amorçage, on a les business angels et à la frontière entre le financement mais aussi le coaching, on a ce qu'on appelle des sociétés accélérateurs. The Family, par exemple, typiquement. Ce sont des organismes qui financent mais qui coachent, c'est-à-dire ils mettent leur argent au sein de votre entreprise, mais ils sont là aussi pour vous accompagner. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, alors, si on part vers des besoins grandissants, hein, de 500 000, 1 million, 1 million, 2 millions, 3 millions, là, on peut aussi faire appel à des sociétés de capital risque. Et puis, à noter également la montée en puissance du crowdfunding qu'on a vu tout au début, alors qui n'est pas du tout la plateforme Ulule et KissKissBankBank ou autre, hein, mais qui est sur le même principe entre entreprises peuvent éventuellement proposer de participer de manière commune au financement du lancement d'un projet. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Alors, en conclusion, j'ai envie de vous dire, vous l'avez compris, on a passé, je ne sais pas combien, 1 heure. 1 heure sur le projet. Sur le tableau de financement, le plan de financement initial, bon, il y a encore beaucoup à dire. Vous l'avez vu, je suis assez bavarde, je m'en excuse, mais voilà, c'est quelque chose qui ne se fait pas à la légère. Si je dois laisser une trace, c'est de dire réfléchissez bien à votre lancement. Tout lancement vraiment vu comme ça à la va-vite, c'est franchement pas gage de sérénité et surtout de pérennité. Donc pensez bien à réfléchir
à bien le construire et votre business model également en amont. Merci. Maintenant, j'attends vos questions si vous en avez. Merci Caroline. Je suis tout oui. Merci déjà Caroline pour ton temps et tes précieux conseils. Je pense que ça a aidé pas mal de monde. J'espère. Et après, comme tu le disais, donc comme tu disais, faut bien réfléchir à sa création. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. N'ayez pas peur de vous faire accompagner dans la création de votre entreprise parce que c'est la clé du succès, c'est être entouré est la clé du succès. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner et puis voilà, un conseiller proche de chez vous va vous recontacter gratuitement dans les prochains jours pour que vous puissiez échanger avec lui sur votre situation et votre idée, votre création d'entreprise. Et il pourra vous aider donc pour la création, pour le plan de financement et toutes les étapes à venir. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder. J'ai l'impression. Alors, on a quelqu'un qui est sur le Val d'Oise et qui demande si vous pouvez vous rencontrer. Alors, vous inquiétez pas, les coordonnées vont être envoyées aux conseillers les plus proches de chez vous. Donc, si c'est Caroline, elle vous contactera dans les plus brefs délais. Donc, vous inquiétez pas, ça sera fait. Merci pour cette présentation très bien détaillée. Donc, on a une personne qui a très bien compris. Merci infiniment pour cette approche. Écoute, on n'a pas de questions. Alors, soit je les ai perdus, je les ai saoulés, ou alors c'était très clair. Non, mais moi, je pense que c'était très clair parce qu'on a beaucoup de remerciements par contre. Donc, merci à vous, merci. Et il y en a qui demandent des contacts, tes contacts, etc. Vous inquiétez pas, vous allez être contacté par un conseiller Rivalis très vite. Et tout le monde nous dit que c'était très clair, donc tu n'as perdu personne. Bah, c'est parfait, écoutez, hein, je suis ravie, hein, c'était le but, c'est voilà, vous sensibiliser, c'est important. Voilà, je ne veux pas vous effrayer, simplement faire de la prévention, c'est notre rôle, hein. Conseiller Rivalis, on accompagne les chefs d'entreprise, mais la création, j'ai envie de dire, ben, c'est le début, quoi. Donc, tant qu'à se lancer, autant bien se lancer. Donc, pensez à vous faire accompagner parce que, voilà, ça ne s'improvise pas. Et être chef d'entreprise, nouveau chef d'entreprise, c'est encore pire parce qu'on vous demande un tas de compétences et c'est pas forcément évident d'être compétent en tout. Donc, allez chercher de la compétence où il y en a, chez Rivalis. Bon, parfait. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir. Merci à Retrouvez-nous. tous. Merci à toi, Caroline, surtout pour ton temps, d'avoir été là, d'avoir préparé ce webinaire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux pour plein d'autres conseils, des tutos, de l'actu, des témoignages. Et surtout être informé des prochains webinaires. Et nous sommes présents sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et YouTube. Donc n'hésitez pas à vraiment, vraiment nous suivre pour être au courant des différentes actus. Et puis en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. On espère qu'il vous a plu et on se retrouve très vite dans un prochain. Bonne soirée à vous et à bientôt.